Bonjour à tous. Après cette introduction si émouvante, je voulais vous dire que j'avais beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin, aux côtés de Rada Hatem, pour copiloter cette première session, mais je crois que je suis émue parce que je viens d'entendre, et puis aussi parce que ce matin, en arrivant plus tôt, je me suis rendu compte que, en me retrouvant ici, avec ces belles fleurs, ces beaux éclairages, me revenait en mémoire tout un tas de choses qui s'étaient déroulées pendant les 17 ans de Gypsy dans ce même lieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, on ne se souvient plus de certaines choses et il suffit de se retrouver dans le même endroit pour que tout revienne. Alors, je laisserai aux intervenants de cette matinée le soin de nous expliquer ces processus-là. Et j'ai évidemment pensé à notre Freud, avec ses troubles de mémoire sur l'acropole. Et j'ai l'impression d'une inquiétante étrangeté soudain. Je me demande si c'est vraiment aujourd'hui qu'on est là, en 2017, pour ce beau colloque, ou si c'est un rêve. Et donc ma mémoire vacille et ma mémoire se trouble. C'est un peu vrai ce que je vous dis. Alors pour commencer cette belle matinée, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler, hein, Rada? Nous allons avoir 5 intervenants qui vont se succéder sur cette tribune quand on va les appeler. Ils vont parler chacun pendant 15 minutes. Et après, c'est vous qui aurez la parole. Parce qu'un colloque, c'est colloquer, c'est parler ensemble et vous pourrez rebondir, associer sur tout ce que vous aurez entendu. Donc, sans plus attendre, je vais inviter notre premier intervenant à regagner la tribune, le professeur Bernard Gols, qui est pédopsychiatre et psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France, chef du service, comme chacun sait, de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker enfants malades et professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes. Au sein de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, dont il est président, c'est une clinique transdisciplinaire qu'il déploie et c'est très important pour lui, cette notion de clinique transdisciplinaire. C'est la même clinique qu'il déploie au sein de la CIPA, la coordination internationale des personnes psychanalystes, psychothérapeutes et autres membres associés porteurs d'autisme. Alors, Bernard Gols a écrit énormément de choses. Je ne vais citer que 2 ouvrages ce matin. Les actes du colloque de Cerisy, la narrativité, racine, enjeu, ouverture, co-dirigé avec Alain Vanier et Chantal Clouard aux éditions InPress, qui va bientôt sortir. Et puis, épistémologie et méthodologie en psychanalyse et en psychiatrie, toujours avec Alain Vanier et Olivier Putois, aux éditions RS. Et ce matin, Bernard, vous avez titré votre exposé « L'avenir des souvenirs ». Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on m'a expressément demandé de ne pas remercier, c'est vrai que c'est très difficile pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai fait un gros effort et ça m'ennuie d'être là pour ouvrir ce colloque. Mais je le dis très sincèrement donc à René Friedman et à Muriel Fliss. Voilà. Alors, l'une des grandes différences... je vais m'écarter un petit peu du texte, mais évidemment, puisque le livre a été publié aujourd'hui, et vous trouverez exactement ce texte. Mais je voudrais insister sur quelques points en ouverture de ce colloque. D'abord, pour dire que l'une des grandes différences qui subsistent actuellement entre les ordinateurs et nous, c'est la question de l'oubli. Les ordinateurs n'oublient rien, nous dit-on. Voilà, l'oubli est donc constituant de l'humain, et de ce fait, les tours que nous joue la mémoire ne sont pas des mauvais tours, ce sont des tours nécessaires, fondamentaux et fondateurs. Voilà, ceci ne vaut donc qu'au prix d'un double paradoxe qui sera précisément au centre de mon propos. L'oubli et le refoulement, c'est pas la même échelle, mais enfin bon, l'oubli et le refoulement sont la condition de la mémoire, qui de son côté est la condition de l'oubli et du refoulement. Quant aux souvenirs, s'ils nous parlent du passé, ils sont en fait en perpétuel devenir, d'où ce terme que j'ai choisi pour cette conférence, l'avenir des souvenirs, ce qu'aujourd'hui la psychanalyse et les neurosciences nous disent en parfaite convergence. Freud qu'on a vu là, c'est vrai que c'était très émouvant, avait suivi les cours de Franz Brentano, même s'il en a très très peu parlé dans son œuvre, en une seule occurrence, je crois seulement. Et Franz Brentano, qui l'a quand même influencé, soutenait qu'un objet n'est étudiable que s'il est étendable dans l'espace. Alors évidemment, la psyché n'est pas étendable dans l'espace, mais Freud a beaucoup insisté sur le fait qu'elle était étendable dans le temps,
le temps des souvenirs, justement, le temps de la mémoire. Alors, quelques pistes de réflexion que vous retrouverez dans le texte écrit. D'abord, dire un mot des travaux de Gérald Edelman, qui sont vraiment importants. Les travaux d'Edelman sur la mémoire, qui sont accessibles en français au public francophone dans un livre de cet auteur, qui a été traduit en français sous le titre « Biologie de la conscience », et dont un résumé très efficace a été fait aussi par Israel Rosenfield dans un livre également disponible en français, L'invention de la mémoire. Et Edelman apporte une nouvelle modélisation de la mémoire tout à fait compatible avec la théorie freudienne de l'après-coup. Pour Edelman, en effet, la mémoire ne consiste pas en des inscriptions sous la forme de traces fixes, telles que toute la neurologie du XIXe siècle les avait envisagées. D'ailleurs, cette vision très statique de la mémoire avait été portée à son apogée par Ungar, qui avait essayé de voir si, en faisant faire des apprentissages à des rats, puis en broyant leur cerveau et en injectant le cerveau à de nouveaux rats, est-ce que ces apprentissages étaient transférables par perfusion, si je puis dire. Donc là, c'était vraiment une vision très statique de l'inscription des souvenirs dans des molécules, des produits biologiques qui seraient ainsi transférables d'un rat à l'autre. Aujourd'hui, Edelman et tout le courant actuel nous invite à considérer les choses de manière tout à fait différente, en proposant l'idée que les souvenirs ne correspondraient en fait à aucune trace fixée, mais seulement au souvenir du frayage neuronal lié à l'expérience de l'événement considéré. Et quand Catherine tout à l'heure disait « mais il y a des souvenirs qui nous reviennent quand on est dans les mêmes lieux », c'est à ça, je crois, qu'elle faisait allusion indirectement. Ce terme de frayage est important, central chez Freud, dès les hypothèses formulées dans le cadre de l'esquisse. Et pour redire les choses encore plus nettement, il y aurait à l'occasion d'un événement particulier sélection d'un groupe neuronal. Edelman insiste sur la notion de darwinisme neuronal, de sélection, et de ce fait, le renforcement des zones synaptiques crée ce que Edelman a appelé un répertoire secondaire, constitué de groupes neuronaux qui répondront mieux à certains stimuli parce qu'ils ont été sélectionnés et leur connexion renforcée, ce qui fait d'ailleurs partie aujourd'hui d'un certain aspect de l'entraînement des sportifs de haut niveau, qui non seulement font les gestes dont ils ont besoin, mais aussi y pensent pour faire frayer des circuits neuronaux. Ce schéma renvoie en fait au processus de sélection par stabilisation synaptique décrit par Changeux il y a déjà longtemps, une trentaine d'années, et reprend donc sur le plan de l'ontogenèse ce que Edelman a décrit sur le plan de l'embryogenèse en découvrant les fameuses molécules d'adhésion cellulaire, mais je laisse à d'autres le soin de développer ce point. Voilà. Autrement dit, la remémoration dépend à la fois du passé, mais aussi du contexte actuel, en ce sens que l'évocation d'un souvenir à partir d'un contexte affectif, en particulier similaire à celui de l'expérience initiale, se fonde non pas tant sur le rappel des traces mnésiques que sur la recréation de l'expérience passée par la réactivation du groupe neuronal qui avait été frayé par l'événement initial. D'où cette notion de réinvention de la mémoire et non pas simplement de rappel du passé. C'est beaucoup plus une reconstruction ou une réinvention du souvenir qu'une simple évocation, et ceci donc en fonction du contexte émotionnel. Tout ceci est parfaitement compatible avec la théorie de l'après-coup freudien dont je dirai un petit mot tout à l'heure. Une deuxième piste de réflexion plus actuelle, nous la devons à François Ansermet et Pierre Magistretti en Suisse, à Genève. François Ansermet est psychanalyste, bien entendu, et Magistretti est neurologue. Et depuis quelques années, ils travaillent énormément sur la question des traces, de l'inscription des traces mnésiques. Et leur livre, tout à fait formidable, s'intitule « À chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient ». Et ils étudient le devenir des traces mnésiques laissées par l'expérience. Et eux aussi tablent sur le fait, enfin, et le démontrent à leur manière, qu'aucune trace n'est fixe et statique. Chaque fois que nous réévoquons un souvenir, chaque fois que nous revivons la situation à l'origine de ce souvenir, les traces premières s'associent aux nouvelles traces activées ou réactivées, qu'elles viennent ainsi consolider tout en les modifiant. Ce qui fait dire à François Ansermet que la mémoire et chaque réévocation nous sépare en quelque sorte de l'expérience première, nous éloigne du souvenir initial, puisqu'à chaque fois il va être transformé, remanié, réassocié, consolidé, reconsolidé.
Et ça n'est pas un tour que nous joue la mémoire, mais bel et bien un mécanisme d'engrammation cérébrale visant à tenir compte des expériences successives, comme au sein de la théorie de l'après-coup. C'est dans cette perspective que François Ansermet et Magistretti en arrivent au concept d'un troisième inconscient, lié à des traces mnésiques progressivement remaniées, à côté des deux inconscients classiques, l'inconscient primordial, ce qui n'a jamais été symbolisé, et l'inconscient lié au refoulement secondaire des représentations trop agressives, trop érotiques ou trop esthétiques. Pendant plusieurs années, avec François Ansermet et Sylvain Missonnier, nous avons mis à l'épreuve ce modèle dans le domaine de la périnatalité, et je garde personnellement de ce séminaire un souvenir très vivant et créatif, même si ces traces mnésiques, mes traces mnésiques qu'ils concernent, sont sans doute assujetties au même destin développemental, c'est-à-dire à chaque fois qu'on réévoque quelque chose, on le réévoque différemment et on s'éloigne du souvenir initial. Je voudrais dire aussi un mot, parce que j'ai choisi le titre « Avenir et souvenirs », et ceci, pour moi, me renvoyait à l'œuvre de Christopher Bolas, qui est un auteur anglais très francophone, qui connaît bien la psychanalyse, qui est très winnicottien, mais qui connaît bien la psychanalyse française aussi, et qui a beaucoup insisté, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les forces de la destinée », où il commence d'ailleurs par différencier le destin et la destinée. Le destin, c'est ce qui nous empêcherait de devenir nous-mêmes. C'est le destin qui a fait que nous n'avons pas pu réaliser ceci ou cela. Alors il y a des exceptions différentes, bien sûr, dans l'histoire des idées et de la philosophie, mais enfin lui, c'est sa présentation des choses. Le destin, c'est quelque chose qui serait plutôt entravant. Alors que la destinée, même si pour les philosophes grecs en particulier, le destin c'était plutôt notre liberté, c'était d'exprimer notre destin. Lui oppose le destin donc et la destinée. La destinée, c'est ce que Winnicott aurait appelé le vrai self, dont on voit bien intellectuellement qu'il existe, mais dont il est toujours difficile de dire ce qu'il en est. Et pour Christopher Bolas, nos rencontres avec les personnes, avec l'environnement, avec les objets relationnels, soit nous permettent d'exprimer notre destinée, et c'est la destinée, soit au contraire nous empêche, et c'est le destin entravant. Quoi qu'il en soit, il a insisté sur la question des avenirs. Et je le cite très brièvement, de la même manière que l'on peut dire de la plupart des gens qu'ils ont des souvenirs, on peut dire aussi, dit Christopher Bolas, qu'ils ont des avenirs. Telle personne n'éprouvera aucun désir d'invoquer des avenirs, car elle ne souhaitera pas évoquer des souvenirs douloureux. Invoquer des avenirs, évoquer des souvenirs, c'est là aussi toute la théorie de l'après-coup qui se trouve convoquée. Et Bolas revient sur la notion de série historique, qui sont des souvenirs, mais des souvenirs très intriqués, avec des affects et le sentiment qu'on a eu d'être soi-même à tel ou tel moment de sa vie. Au point où j'en suis là, parce que j'ai cité déjà 3 fois la théorie de l'après-coup, il faut que j'en dise quand même quelque chose du point de vue de Jean Laplanche. Jean Laplanche insistait beaucoup sur le fait que l'après-coup, la théorie de l'après-coup doit se lire dans les deux sens. Bien sûr, le passé peut rendre compte en partie de notre présent, mais notre présent nous permet, quand la vie psychique est vivante, le présent nous permet toujours de transformer quelque chose de notre passé et de nos souvenirs en particulier. Et Laplanche aimait beaucoup cette histoire que je vais raconter une xème fois, parce que j'en ai pas trouvé d'autres qui soient plus illustratives, et je m'excuse auprès de ceux qui l'auraient déjà entendu. Mais Jean Laplanche évoquait l'histoire d'un homme qui se promène à Vienne, à la fin du XIXe siècle, dans un parc de Vienne. Vous imaginez la scène assez romantico fin de siècle. Voilà. Cet homme, il n'en est rien dit. On ne connaît pas son âge. On sait qu'il aime les femmes. Ça, c'est une fourchette d'âge assez large. Hein. Voilà. Donc, peu importe son âge, à vrai dire, il aime les femmes. Il se promène et au détour d'un chemin, d'une allée plutôt, il s'arrête devant une scène qui le happe, qui le fige. La scène d'une femme qui est en train d'allaiter un bébé.
Et que ce soit la mère ou la nourrice ne change rien à l'histoire. Et il est là comme un peu paralysé, figé, fixé. En termes psychanalytiques, on dirait médusé, effroi et plaisir. En termes plus actuels, on dirait scotché. Hein. Il s'arrête, scotché. Et une pensée très nostalgique lui monte à l'esprit, que je vais essayer de vous traduire. Ah là là, si j'avais su, quand j'étais bébé, que les seins des femmes étaient si jolis, certainement j'aurais tété autrement. J'aurais tété, j'aurais été, enfin en français on a de la chance, hein, voilà. On voit bien là que le bébé qu'il a été explique en partie l'homme amateur de femmes qu'il est devenu, mais l'homme amateur de femmes qu'il est devenu peut en permanence réécrire, retransformer, remanier, rétrodire, reconstruire ses souvenirs précoces. Voilà, alors ça c'est vraiment une lecture à double sens de la théorie de l'après-coup qui nous est tout à fait nécessaire. Et je terminerai en évoquant quelque chose, il y a le passé, il y a le présent, à double sens, et puis il y a quelque chose qu'il faut le dire à propos du futur. Et en français, on a un superbe temps qui est le futur antérieur. Ça n'existe pas dans toutes les langues. Le futur antérieur, c'est magnifique. Il a été célébré par un auteur brésilien très connu, enfin un romancier du 19e siècle, fin du 19e siècle, Machado de Assis, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les mémoires posthumes de Brás Cubas ». Les mémoires posthumes de Brás Cubas. Et qu'est-ce que c'est que ce futur antérieur, quand on y réfléchit? Parler au futur antérieur, j'aurais été, c'est affirmer qu'un jour, qui aujourd'hui est notre futur, mais qui sera devenu notre présent, nous pourrons nous retourner vers notre présent d'aujourd'hui qui sera devenu notre passé. Vous voulez que je vous le refasse une fois? Mais c'est ça le futur antérieur. C'est affirmer qu'un jour, qui aujourd'hui est notre futur, mais qui sera devenu notre présent, ce jour-là, nous pourrons nous retourner vers notre présent d'aujourd'hui qui sera devenu notre passé. C'est d'une logique imparable, c'est ça le futur antérieur. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Il s'agit d'une prédiction, à n'en pas douter, mais d'une prédiction irréfutable, certaine d'avance, car elle ne concerne que notre contenant temporel et rythmique et non pas nos contenus de pensée. Le degré zéro de la prédiction en quelque sorte. Et pourtant, ce futur antérieur a un charme fou. José Cabanis en parle bien dans Le bonheur du temps. Et là, nous avons à distinguer les choses. Dans « À la recherche du temps perdu », Proust parle du passé comme d'un éternel présent, tandis que Cabanis parle du présent comme d'un prochain passé. Hein, on est dans quelque chose d'assez torsadé et que je crois très, très, très beau. Dans les deux cas, il y a une sorte de désespoir dans la recherche d'une certaine maîtrise temporelle. Le futur antérieur y ajoute la nostalgie anticipée par le biais d'un simulacre de prédiction. Et vous connaissez sans doute l'adage du nostalgique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques. L'adage nostalgique, c'est « vivement demain que je regrette ». Hein, je vous laisse réfléchir à ça. « Vivement demain que je regrette ». Voilà, tel est peut-être aussi le statut de cette mémoire du futur. C'est un complexe assez compliqué, mais qui a été développé par Bion dans les années 90. Voilà, alors pour conclure, j'évoquerai seulement un article célèbre de Freud, 1911. 1911, ça fait quand même 106 ans. Hein. Aujourd'hui, on a la tyrannie de l'impact factor. Je ne sais pas quels sont les articles d'aujourd'hui dont on reparlera dans 106 ans, hein, même s'ils ont des impact factors top. Hein. Bon, enfin c'est comme ça. Alors, en 1911, donc, Freud écrit les deux grands principes du cours des événements psychiques, primaires et secondaires, et il distingue beaucoup le temps de l'attention. Il dit que chaque événement psychique peut se diviser en 3 temps. Le temps de l'attention active, le temps de la mémorisation et le temps de la réévocation. Et il insistait beaucoup sur le fait que perception et mémorisation s'excluent mutuellement d'un point de vue chronologique. Où l'on perçoit ce que l'on vit, où on l'enregistre dans notre mémoire, mais ce sont deux affaires extrêmement différentes. Voilà, ce n'est pas que notre mémoire nous joue des tours, c'est qu'elle ne peut fonctionner que de cette manière, avec des déformations et des oublis qui en sont la condition sine qua non. Quant à la mémoire, je le disais au début, c'est elle qui rend possible les oublis et les refoulements, garant de notre psyché, qui ne pourra jamais, et sans doute fort heureusement, être rabattue sur le fonctionnement des ordinateurs, aussi sophistiqués soient-ils. Et comme dernier mot, je citerai cette phrase de Hegel,
que je trouve très en forme d'ouverture. L'ancrage de l'histoire n'est pas le passé ni la mémoire, mais l'espoir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.